Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Mamadou Diop Decroix. Il est le secrétaire général du parti AJ/PADS. Bonjour et bienvenue à vous, honorable. Bonjour, Fatou. Alors, Mamadou Diop Decroix, c'est vrai que vous êtes connu par tous les Sénégalais. N'empêche, on peut dire que de votre parcours, l'on retient que vous avez été ministre d'État sous le magistère du président Abdoulaye Wade, ancien ministre du Commerce, ancien ministre de l'Information, mais aussi ancien ministre en charge des relations avec les institutions et présentement secrétaire général du parti AJ/PADS et député à l'Assemblée nationale. Votre troisième législature, est-ce l'essentiel pour vous introduire? Absolument, les Fatou, c'est correct. Merci. 4 mois après le lancement des concertations nationales, à ce stade, quel apport bénéfique au plan démocratique ces échanges ont produit? Bon, écoutez, du point de vue du contenu de ce qui est discuté, on ne peut pas encore parler d'impact sur le système démocratique parce que il faut aller jusqu'à la fin des travaux, faire le point sur les consensus pour que ces consensus puissent être transformés en loi et règlements par l'Assemblée, l'administration, etc., pour qu'on puisse parler de véritable impact. Bon, mais cependant, le démarrage des discussions a entraîné quand même, quoi qu'on dise, un dégel de cette situation politique qui était extrêmement tendue pendant des années et des années. Pour la première fois, on constate qu'il y a quand même une décrispation, il y a un dégel, si bien qu'on peut dire que avant même qu'on ne soit déjà à la, comment dirais-je, à la fin des travaux, de la concertation, avant même qu'on soit à la fin, on voit des effets de cette nouvelle situation. Oui, mais hormis les questions électorales, qu'est-ce que des secteurs comme l'économie, la culture, les sports ou l'agriculture, est-ce que ces questions sont prises en charge? Alors, il faut faire très attention. La discussion, les concertations, c'est vrai, à l'origine, notre objectif fondamental, nous autres de l'opposition, c'était de retourner à des règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. Ça, c'est essentiel et j'insiste toujours là-dessus parce que vous avez des compatriotes soit qui ne comprennent pas très bien de quoi ça retourne, ou alors des pêcheurs en eau trouble, des gens qui cherchent à, je ne sais pas d'ailleurs quels objectifs. Oui, ils ne parlent pas des problèmes des Sénégalais, ils ne parlent que de leurs problèmes. Oui. Comme si le fait d'assurer dans ce pays des règles qui permettent au pouvoir de passer des mains actuelles à d'autres mains dans la paix, la stabilité et la sérénité, ça, ce n'est pas le problème des Sénégalais, c'est le problème des politiciens. Donc, et les questions voilà. économiques? Alors, donc, ça, les gens sont en train de discuter, il y a des avancées, il y a des écueils, c'est normal. Bon. Mais, en dehors de cette question de règles consensuelles, il y a d'autres questions. Par exemple, comment administrer les partis politiques? On est parti d'un pays où il n'y avait qu'un seul parti, une seule radio, une seule télé et des prisons. Maintenant, on est peut-être à 300 partis. OK? Certains disent, oui, il faut diminuer les partis, il y en a trop, etc. Non. Non, c'est un droit démocratique. Il faut laisser les gens l'exercer. Mais il faut gérer les partis politiques. C'est-à-dire, il y a des lois, il faut que ça se respecte. Un parti politique, ce n'est pas 4-5 personnes qui se réunissent, qui ont un récépissé, qui mettent dans la poche et partout où on appelle, ils viennent s'asseoir pour parler. Il faut que le parti puisse faire ce qui est dans la loi, convoquer. Mais c'est déjà prévu par la Constitution, surtout voté en 2016. Même la loi, convoquer des instances, faire des congrès,
participer à des élections, participer à l'éveil politique des citoyens par des écoles du parti, etc., etc., etc. Donc, si nous administrons de cette façon-là, on aura le problème, on aura réglé. Ensuite, le statut de l'opposition. La Constitution en parle, mais on ne sait pas ce que c'est. Regardez, on a voté en 2016 la Constitution, mais l'opposition n'a pas connu la paix depuis 2012 jusqu'à 2019, on va dire, hein, pratiquement. C'est arrestation, police, gendarmerie, tribunal, prison, ça doit cesser. Oui. D'accord? Donc, ça, c'est le statut de l'opposition et ses droits qui doivent peut-être connaître davantage de précision dans la loi. Donc là, vous privilégiez les questions électorales. J'arrive. Il y a ça. Ensuite, le statut du chef de l'opposition. Ensuite, l'autorité en charge d'organiser les élections, etc. Donc ça, c'est la commission politique. Maintenant, il y a le dialogue national. Par-delà ce qui se discute dans la commission politique, vous avez d'autres commissions sur la sécurité, sur les ressources naturelles, pétrole, gaz, zircon, etc., etc., etc. Sur la gouvernance. Par exemple, nous parlons d'un parquet financier pour la lutte contre la corruption, etc. Donc, la gouvernance. Et est-ce que leur activité est assez vulgarisée? Non, ça n'a pas encore commencé. Donc, le comité de pilotage doit être installé par le président de la République. En principe, ça ne devrait pas tarder. C'est Famara Ibrahima Sagna qui est le président du dialogue national. Donc, on va installer un comité de pilotage qui va gérer tout ça. Donc, il y a le dialogue politique et le reste, les autres aspects, comme je vous ai dit, j'en ai oublié sûrement. Hein. Mais ça, ce sont les questions qui concernent vraiment la vie de tous les jours. Mais, pour terminer sur cette question, il ne faut pas qu'on considère que le dialogue, c'est pour aussi discuter de l'agriculture, de l'industrie, Si c'est ça, que fait le gouvernement? Il y a quelques des gens qui sont là, qui gèrent. Mais c'est ce qu'avait dit le chef de l'État lors du lancement. Le président Macky Sall, il avait dit que ce sont des concertations nationales qui concernent tous les secteurs de la vie. Non, ça ne peut pas être tous les secteurs. C'est vrai que ça, c'est très important, ce dont nous allons discuter. Mais il ne faut pas aussi qu'on ait l'impression que l'opposition discute avec le pouvoir pour qu'on s'entende sur tout. Parce que si on s'entend sur tout, qu'est-ce qui va arriver? Gouvernement d'union nationale. Vous pouvez émettre des propositions. Vous pouvez émettre des propositions. Il faut, en fait, l'idée c'est, si j'ai bien compris, en tout cas, moi c'est ce que je comprends, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis d'accord avec le dialogue. Vous savez très bien que ce n'est pas la première fois que le président Sall a appelé à des concertations auxquelles nous autres, nous n'avons pas pris part. Mais aujourd'hui, nous estimons que les questions qui sont sur la table méritent que opposition et pouvoir discutent. Mais encore une fois, pour moi, c'est pour que le pays revienne à la normale. Parce que ce qui s'est passé pendant 7 ans, ce n'est pas la normale. Où les gens sont, comme j'ai dit, entre la prison, la gendarmerie, la justice, la police. Non, ce n'est pas ça. Les choses doivent revenir à la normale. Le gouvernement gouverne. À partir du moment où, c'est vrai, nous avons contesté les résultats, mais nous n'avons pas fait de problème. Donc, le président Sall, il gouverne avec son gouvernement. L'opposition doit s'opposer et chacun a ses droits et ses devoirs. Oui, mais convenez avec moi que l'histoire se répète au Sénégal. Pour comprendre, en 2016, après l'ouverture du dialogue, on a assisté à une grâce accordée à Karim Wade. Pareil pour 2019 avec Khalifa Sall. Pour ces cas, les observateurs ont vu juste de même que pour le report des élections locales. Au final, excusez-moi du terme, est-ce que les participants au dialogue ne sont pas les dindons de la farce?
Qu'est-ce que vous appelez dindon de la farce? C'est quoi? Quelle est la farce et pourquoi vous parlez de dindon? Ils sont venus assister à une théâtralisation. Non, non. Dans le cas de 2016, mai 2016, je ne peux pas en parler parce que moi, je n'étais pas parti. D'accord? Par contre, 2019, nous sommes là. 2016, il n'y a même pas eu de dialogue, puisqu'il y a eu une cérémonie, soi-disant pour ouvrir un dialogue. Mais après la cérémonie, est-ce qu'il y a eu encore eu autre chose? Rien, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Donc, ce n'était pas ça. Bon, mais je ne veux pas être... donc, alors qu'ici, c'est très clair. Les gens sont en train de discuter du processus électoral, de ceci, de cela, etc. Le comité de pilotage va être installé, les gens vont discuter de... Donc, après la cérémonie d'ouverture du 28 mai, le travail a déjà commencé et va se poursuivre. On va auditer le fichier électoral sur place et sur pièce et sur place. Donc ça veut dire que, contrairement au dialogue antérieur, aux concertations antérieures, cette fois-ci, c'est, en tout cas jusqu'à plus ample informé, c'est du sérieux. Et ce sont des personnalités sérieuses, respectables et respectées qui s'occupent de ces questions-là. Oui, comme le président Macky Sall ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des élections, ne craignez-vous pas un couplage des législatives de 2022 avec la présidentielle de 2024? J'ai entendu, on lui a prêté ses propos en disant qu'il ne savait pas. Bon, c'est ce qu'il a répondu aux militants apéristes de New York. Il parlait probablement des élections locales, parce que les élections locales ont été renvoyées, mais il n'y a pas encore de date. Et ça, là-dessus, il y a eu un accord entre le pouvoir et l'opposition. Parce que nous-mêmes, nous avions dit qu'on n'irait plus à aucune, qu'on ne prendrait plus part à aucune élection si les règles ne changent pas. Si le fichier électoral n'est pas audité. Auditer le fichier électoral sur pièce et sur place, ce n'est pas une mince affaire. Donc, l'un dans l'autre, nous nous sommes mis d'accord pour saisir un cabinet privé qui va regarder tout cela, prendre le temps qu'il faut et ensuite nous dire comment ça doit se passer. Et au cas où l'on couple les élections législatives avec la présidentielle? On n'en est pas là. On n'en est pas là. Les élections législatives sont prévues pour 2022. L'élection présidentielle est prévue pour 2024. Donc il ne faut pas anticiper. Voilà. Alors, Karim Wade gracié, mais perd ses droits civils et politiques, idem ou bien même cas de figure pour Khalifa Ababacar Sall. Pensez-vous que sous le magistère du président Macky Sall, ils seront rétablis dans le droit ou bien ils seront amnistiés? Écoutez, c'est ce que nous voulons, nous, du Front de résistance nationale. Khalifa Sall était déjà... Ces droits avaient été déjà confisqués, de même que Karim Wade. Et dans la plateforme du Front de résistance nationale, nous avons dit il faut libérer Khalifa Sall, il faut que Karim Wade puisse rentrer et qu'il faut aussi qu'ils recouvrent leurs droits civils et politiques. C'est ça la position de l'opposition. Elle n'a pas changé. Est-ce que vous pensez que vous allez obtenir cette faveur sur le magistère du président Macky Sall? Il faut se battre. Avec quel moyen de pression? Non, mais écoutez, je crois que quand même, si le président Sall a entrepris cette aventure du dialogue politique, c'est parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas utile de tirer encore 5 ans d'affrontement avec son opposition. C'est pas difficile, hein? S'il lui dit, bon, ben voilà, je vais casser, etc., et tout ça, les autres disent, bon, vous n'avez qu'à casser, nous on est là. Donc ça va, l'affrontement pendant 5 ans, est-ce que ça a un intérêt? De toutes les façons, il vous a tenu tête durant 7 ans. Hein? Durant cette année, il a tenu tête à l'opposition. Il l'a fait pendant 7 ans. Est-ce que c'est dans son intérêt de faire encore pendant 5 ans? Je ne crois pas. Ce n'est pas son intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de l'opposition et ce n'est pas l'intérêt du pays. Je crois que je lisais tout à l'heure sur l'Internet la situation au Burkina, au Niger, au Mali,
au Nigeria avec Boko Haram. Tous ces pays sont dans notre sous-région ouest africaine. Et sans compter qu'il y a des pays qui sortent à peine de la convalescence, le Libéria, Sierra Leone, etc. Donc, moi je suis pour qu'il y ait une opposition dans un pays qui s'oppose de façon conséquente et un pouvoir qui gouverne, qui respecte les droits de l'opposition. Mais j'estime que dans le contexte actuel, où on parle donc à l'est de terrorisme, de la situation même de l'État au Mali, au Burkina Faso, l'État est menacé d'affaissement. Bien, nous avons ça à l'est. À l'ouest, nous avons le pétrole et le gaz, comme je le disais l'autre jour, qui est en mer. Et tout naturellement, dans beaucoup de pays africains où vous avez des richesses à n'en plus finir, comme le Congo, Kinshasa, vous avez toutes sortes de richesses dans ce pays-là. Mais les gens sont misérables, ne mangent pas à leur faim. Allez au Nigeria, avec tout le pétrole. Bon, ça change progressivement aujourd'hui. Mais vous avez cette... Donc, beaucoup d'entre nous pensent que oui, à partir de, je sais pas, 2022, le pétrole, le gaz, ça va couler, et puis on va tous être très riches, très machin, etc. Mais ce qui s'est passé dans ces pays pourrait bien se passer chez nous si nous ne sommes pas vigilants. Parce que ceux qui exploitent ces ressources-là ne font pas tellement attention à la dimension sociale. Eux, c'est la rentabilité, c'est des capitalistes, c'est le retour sur investissement, etc., etc. Ils raisonnent, eux, en termes de chiffres. Ils ne raisonnent pas en termes de dimension humaine. Donc, si le pays peut être dans la déstabilisation et qu'ils sont soit en mer en train de puiser et d'exporter sans que nous-mêmes nous ayons la possibilité de regarder ça, ils ne cracheraient pas sur une telle offre. Donc nous devons être extrêmement vigilants. Moi je suis de l'opposition, pure et dure, enfin peut-être pas pure et dure, je dirais ferme et résolue, mais je suis aujourd'hui extrêmement conscient de cette situation et c'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République, qui est aussi mieux informé que Mamadou Diop Decroix, est aussi conscient de cette situation et c'est la raison pour laquelle je pense que il est bon de tenter cette aventure de concertation pour nous entendre sur les minima. Oui. Honorable, intéressons-nous au début du commencement avec les retrouvailles Wade Macky à Massalikul Jinane. Personnellement, vous l'aurez cru en ce moment? Je ne peux pas dire que je suis surpris. Ça, je vous parle honnêtement, je ne peux pas vous dire que je suis surpris. Je pense que c'était dans l'ordre normal des choses depuis qu'on a ouvert le dialogue. Bon, il y a quand même une situation qui s'est créée et je crois que de par beaucoup d'entrées, les gens ont essayé de faire ce qu'il fallait faire, etc. Et donc Massalikul Jinane est une consécration, c'est pas un hasard. Mais après l'ouverture du dialogue, il y a eu des tumultes au sein du PDS à cause de Omar Sarr qui est parti répondre à l'appel du président Macky. Oui, bon, mais ça c'est des problèmes internes au PDS, mais ce que je peux dire, c'est que le président Wade a envoyé une lettre pour dire que le PDS reprend sa place dans le dialogue politique, dans le front de résistance nationale. C'est très bien. C'est après les retrouvailles. Voilà. Donc je crois qu'après ça, le PDS va rejoindre également le dialogue. Parce que jusqu'ici, il n'y a que le PDS qui n'est pas là. Donc ce retour dans le FPDR signe aussi une intégration du PDS dans le dialogue national. Ah, je ne sais pas, mais je m'attends à ça.
je m'attends raisonnablement à ça, que si le PDS revient dans le front, il va aussi rejoindre le dialogue. En y voyant clair, les deux hommes ont fumé le calumet de la paix bien avant. Pour preuve, il y a eu le boycott du PDS lors de la présidentielle. Ensuite, l'abstention dont on fait montre les députés libéraux à l'occasion de la suppression du poste de Premier ministre. Et pour finir, il y a cette entrevue entre le président Macky, cette supposée entrevue entre le président Macky et le président Wade à la soirée de la Tabaski. Donc, Massalikul Jinan était l'acte de fer. Mais que la consécration, vous avez parfaitement raison, c'est ce que je vous ai dit. Oui. De la sorte, doit-on s'attendre à la matérialisation du statut du chef de l'opposition après ce vent d'apaisement? Non, non, alors, moi je dis toujours quand même, vraiment, les Fatou, à travers vous, je le dis à tous vos confrères, toutes vos consoeurs, reformulez quand même. Il faut aider quand même le pays, quoi, hein, en reformulant vos affaires, parce que vous savez tous et toutes qu'il y a le problème de l'administration des partis, ce que j'ai dit tout à l'heure, comment faire pour que les partis puissent exister, mais pour qu'il n'y ait pas de désordre. Deuxièmement, le statut de l'opposition, pour que l'opposition et le pouvoir puissent quand même coexister dans ce pays et chacun faisant ce qu'il a à faire. D'accord? Troisièmement, le statut du chef de l'opposition. Alors, la presse, les journalistes, ils sautent l'administration des partis, la problématique de l'administration, ils sautent le problème du statut de l'opposition en tant que tel, et ils vont directement à, oui, le chef de l'opposition, tu voyez, donc, on rabaisse les problématiques et les débats à des niveaux de personnes. C'est pas bon pour le débat. Vous n'en faites pas une priorité, la désignation du chef de l'opposition? Mais est-ce que même c'est la question même de est-ce que c'est une priorité ou pas? Franchement, on n'en parle pas. Moi, je ne veux pas qu'on en parle. Et vous me dites, est-ce que c'est une priorité? Franchement, même à la commission politique, nos plénipotentiaires ont obtenu que cette question soit abordée à la fin de l'ordre du jour. Donc c'est pas... Mais c'est consacré par la Constitution de 2006. Oui, d'accord, mais les gens discuteront quand ils auront discuté des autres aspects. Qu'est-ce qu'il y a? Vous craignez que cela sème la discorde dans vos rangs? Je n'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais je ne suis pas favorable, moi, personnellement, à ce qu'on se mette à discuter de ça, alors qu'il y a des questions actuelles qu'il faut discuter. Et au moment de le faire, parce que ça va venir. Oui, quand ça viendra. À chaque jour suffit sa peine. Et selon vous, qui devrait être le chef de l'opposition? Non, vous voyez bien, voilà la question. Non, franchement, vous me voyez en train quand même des fois de discuter de ça. Moi, je suggère quand même qu'on passe à autre chose. Oui. C'est une question qui sera traitée le moment venu. Vous ne voulez pas de cette question du chef de l'opposition? Cela ne vous enchante pas? Le moment venu, les gens discuteront de ça. Pour l'instant, parlons des problèmes actuels. Mais est-ce que cela ne va pas permettre au président d'avoir un interlocuteur? Le problème de l'hivernage, le problème des inondations, le problème du prix du pain, le problème de... Il y a beaucoup de problèmes qui intéressent les Sénégalais aujourd'hui. Les gens de Rufisque qui sont dans le problème du terre. Je voyais un peu l'autre jour les Ndouloumadji Dembe qui ont un forage extraordinaire, qui produit des résultats, les populations sont contentes, les gens veulent privatiser ça, ils font des marches. Bon, on me parle des problèmes à mandat douane, où des centaines de gens sont massés parce que je ne sais pas quel problème il y a là-bas. Bon, les problèmes de décrue du fleuve dans la période pour que les paysans au Fouta puissent... Il y a ces problèmes-là. Hein? Voilà. Alors, là, vous constatez avec moi qu'il y a un vent d'apaisement qui souffle au Sénégal. Derrière ce vent, qu'est-ce que cherche le président Macky Sall à travers cet apaisement prôné?
Qu'est-ce que cherche le président Macky Sall, à votre avis? Franchement, alors, si vous le voyez, vous lui posez la question. Oui. Qu'est-ce qu'il cherche? Ça, moi, je ne peux pas répondre à qu'est-ce que lui, il cherche. En tout cas, moi, je sais ce que je cherche. Parce que les nihilistes se disent que c'est trop beau pour être vrai. Alors, voilà, donc on ne mérite pas... Libérer Khalifa. Mais, alors... Échanger des poignées de main avec Maître Wade. Théoriquement, c'est ça qui devait être ordinaire. Ça vous montre dans quelle situation nous nous trouvons, même dans nos têtes. Même dans notre... C'est ça qui doit être ordinaire. Jacques Chirac est mort l'autre jour. Vous avez vu là-bas François Hollande, Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy. Ils sont là-bas. Ah, ils vont vaquer à leurs occupations. En Afrique, quand le monsieur perd le pouvoir, il va en France. Pourquoi il ne reste pas chez lui? Donc quand il reste chez lui, c'est anormal. Ce qui est normal, c'est qu'il doit s'éloigner. Mais lors des obsèques de Ousmane Tanor Dieng, il n'y avait pas l'opposition, en tout cas les tenors de l'opposition. Ah si, je suis désolé. Tous ceux qui Maître Wade était au Sénégal, il ne s'est pas déplacé. Non, Abdoulaye Wade quand même, non. Abdoulaye Wade quand même, non. Abdoulaye Wade, il a été représenté. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand même, Wade, il a, quand même, il est âgé. Et puis, vous le lui concédez? Voilà. Mais sinon... mais jusqu'à présent, on ne l'a pas vu personnellement aller présenter ses condoléances à la famille. Il a envoyé une délégation. Moi, je crois que... Et puis, il a fait un hommage, il a rendu un hommage très positif à Ousmane Tanor Dieng. Ce qui n'est pas d'ailleurs exceptionnel, parce que du temps du vivant de Tanor, il lui avait déjà rendu un hommage en disant que c'était un grand républicain. Alors, mais ça c'est entre nous, je veux dire. Tout à l'heure vous me dites, est-ce que c'est pas trop beau que les gens se serrent la main, que l'on libère Khalifa? Alors moi je vous dis, c'est ça qui doit être ordinaire et que c'est l'inverse qui doit être extraordinaire. Mais les gens, ils se saluent, mais ils ne sont pas d'accord. Chacun vraiment exerce son devoir. Ceux qui gouvernent, gouvernent. Ceux qui s'opposent, s'opposent. Jusqu'aux prochaines élections qui doivent se dérouler selon des règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. Mais la classe politique ne laisse pas paraître ses civilités. Ne laisse pas paraître ses civilités. Oui, alors, donc, on trouve que c'est ça qui est normal. Que l'absence de civilité, c'est ça qui est normal. Non, c'est pas normal du tout. Naturellement, le responsable, c'est le pouvoir qui devrait créer ces conditions, qui pendant 7 ans ne l'a pas créé, et qui a eu donc ce qui s'est passé. Une fois que le pouvoir change d'option, décide quand même de décrisper, l'opposition joue le jeu. Raison pour laquelle on se dit qu'il y a anguille sous roche. Derrière cet apaisement, oui, cette flexibilité. C'est quoi l'anguille? Du président Macky Sall. C'est quoi l'anguille? On verra dans les prochains jours. En attendant, Khalifa Sall est sorti de prison. Est-ce que ce n'est pas pour céder la place à un opposant téméraire comme Ousmane Sonko? D'après les travaux de la commission d'enquête, Mamour Diallo est blanchi. Il est blanc comme neige. Je ne peux encore rien dire parce que je n'ai pas encore vu le rapport. Je suis député. La session extraordinaire est ouverte. Nous aurons connaissance de ce rapport. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance de ce rapport. Donc je ne peux rien en dire. Il y avait une petite lecture qu'on avait faite devant la presse, avant la ça c'était juste pour dire avant les vacances parlementaires. Diallo n'était pas coupable. Oui. Oui, bon, ça c'est la commission qui a dit ça. Oui, maintenant, quel est le rapport avec Ousmane Sonko et la prison? S'il n'y a pas d'accusé dans l'autre camp, s'il n'y a pas d'accusé dans l'autre camp, peut-être qu'il faudrait en chercher dans l'autre camp. Bon, ça, dans le camp adverse. On verra vraiment. Quand la situation se présentera, on appréciera. Mais moi, franchement, je ne vois pas dans le contexte actuel Ousmane Sonko menacé de quelque façon que ce soit de prison, franchement. Si on ouvre une information judiciaire, on peut s'attendre à tout.
On verra. Au-delà des injonctions du FMI qui demandent l'application de la vérité des prix, d'aucuns y voient des ajustements structurels. Est-ce que les Sénégalais vont tenir le coup? Écoutez, en tout cas, la situation est déjà difficile, comme je viens de l'évoquer. En amont des élections, le pouvoir a fait beaucoup de dépenses dont certaines n'étaient pas du tout pertinentes. Et bon, tout ça nous rattrape. Ça, c'est clair. Hein? En Afrique, c'est comme ça que ça se passe. À la veille d'élection, les pouvoirs, ils ouvrent les vannes dans les conditions que nous savons. Maintenant, après les élections, il faut payer. Je crois que c'est un peu ça. Moi, je leur avais dit, vous nous amenez à un ajustement structurel. Est-ce que le citoyen va tenir dans le contexte actuel surtout? Ça va être difficile. Même sans ajustement, est-ce que les citoyens tiennent? Ils ne tiennent pas. Ils s'accrochent en tout cas. N'est-ce pas? Jusqu'à présent. Il faut regarder peut-être du côté de Macky Sall, ceux qui tiennent. En tout cas, de l'autre côté, ils ne tiennent pas. Donc un ajustement, ça ne fera qu'aggraver la situation sociale des gens, même si ça peut arranger les équilibres macroéconomiques. Mais bon, vous abordez ici les questions économiques. Moi, je leur ai toujours dit que vos orientations-là ne nous sortiront pas de la situation. C'est clair. C'est clair. Il faut réinventer nos États, je le dis tout le temps. Je le répète. Bon, évidemment, personne n'est jamais venu me dire non, il ne faut pas réinventer. Mais en tout cas, rien n'a bougé. Tant que ces questions ne seront pas réglées, nos pays ne connaîtront pas de développement. Il ne faut pas se tromper. La Corée du Sud et le Sénégal avaient le même niveau de développement en 1960. On n'aperçoit même plus la poussière de la Corée du Sud. On ne sait même plus dans quelle direction elle se trouve, parce qu'elle nous a dépassés. Pourquoi? À qui la faute? C'est à nous. À nous. Ou à nos dirigeants? Oui, bien sûr. Les colons sont partis, on laisse ici un système. Voilà, une administration coloniale qu'on a réaménagée, etc. L'État lui-même n'a pas été réinventé. Donc toutes les politiques que vous mettez en place, qu'on appelle les politiques publiques, sont perçues de manière très distanciée par la population, qui dit toujours « Yéfi bourg », c'est des affaires de bourg. Voilà. Donc c'est pas leur affaire. Même l'école, c'est pas leur affaire. Même l'hôpital, c'est pas leur affaire. Même, etc., etc. Regarde ce qui est leur affaire. C'est quoi? C'est les associations, les ASC, avec le football navétane. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Vous l'avez constaté. Malheureusement, bon, il y a la violence dedans. Nous, quand on était jeunes et qu'on était en plein en tant que parti politique dans ces organisations, il n'y avait pas de violence. Entre-temps, bon, la violence s'est invitée là-dedans. Mais c'est un projet porté par les populations. Les mamans cotisent, les jeunes filles cotisent, les garçons cotisent, tout le monde. Mais ça veut dire que si on invente des politiques qui permettent, et des institutions, c'est-à-dire une gouvernance qui permettent aux populations de s'approprier, de dire ça c'est pour nous. Il y a une justice qui leur permet de dire non, ça c'est notre justice. Ça c'est notre école. Ça c'est notre police et notre gendarmerie. Etc., etc., vous verrez le développement. Hein? Voilà. Êtes-vous pour l'application de la vérité des prix, comme le recommande le FMI? Alors, voilà une question aussi qui pose problème. Je vous dis que moi-même, je suis contre les politiques qui ont amené à justement cette affaire. Et maintenant, vous me dites,
est-ce que je suis pour l'augmentation du prix? Franchement, je suis contre la politique qui a généré ça. Donc je ne peux pas être pour l'augmentation des prix. Moi, je suis pour la diminution des prix. Maintenant, est-ce que eux, par rapport à leur logique et à leur dynamique, ils peuvent diminuer les prix? Est-ce qu'ils peuvent s'empêcher d'augmenter les prix? C'est ce que je viens de vous dire. C'est des logiques économiques et financières voilà, qui ont entraîné ça. Honorable député, avec votre expérience dans ce pays, parce que vous avez eu à diriger des postes ministériels, à occuper des postes ministériels, sentez-vous qu'on a une bonne forme au plan économique avec cette dette vis-à-vis des hôpitaux, cette dette vis-à-vis des entreprises de BTP, des écoles privées? Est-ce que l'État est en mesure de dire que les caisses sont bien remplies? Non, mais vous-même, vous me dites que est-ce qu'on n'est pas dans un ajustement? Voilà. Qui ne dit pas son nom. Mais voilà, si on est dans un ajustement, c'est une économie qu'on ajuste. C'est une économie qui est anémiée, et qui ne marche pas. Il faut trouver les moyens de la ranimer. Voilà, donc c'est clair que la situation économique n'est pas bonne. Et pourtant, en fin 2018, on était au Club de Paris. C'était pourquoi? Avec des investisseurs qui se sont engagés à donner 7 000 milliards et plus de dettes à payer. Mais au moins qui régleront quelques problèmes. Mais qu'il faut payer. Bien sûr. Mais justement, aujourd'hui, nous payons je crois, plus de 2 milliards de francs CFA par jour de service de la dette. Voilà. Donc au Club de Paris, c'est des gens qui viennent pour prêter leur argent, pour annoncer qu'ils sont prêts à prêter de l'argent. Oui, notre signature est bonne, les gens sont prêts à nous prêter. On nous prête beaucoup d'argent. Où est-ce qu'on met? Regarde le terre. Regarde le terre. Regarde le terre. Alors qu'il y avait le projet des bateaux-taxis, bon, qui a connu quelques couacs, mais qui aurait pu être poursuivi et achevé. Ça, les gens, bon, vous allez au port, vous prenez votre bateau-taxi, vous allez à Rufisque, vous allez à Bargny, vous allez à je ne sais pas où. Voilà. C'était les éléphants blancs de Wade. Ce n'était pas des éléphants blancs. Est-ce que l'aéroport là était un éléphant blanc? Voilà. À l'époque, quand Wade l'a dit, on est éléphant blanc. Maintenant, est-ce que c'est un éléphant blanc? Non, alors, donc, voilà. Je crois que il y a des options, des choix qui n'ont pas toujours été heureux. Au plan éducatif, on file droit vers des tumultes. Dès la rentrée, il y a des syndicats comme le groupe des 20 qui annoncent des grèves répétitives. Alors, comme il y aura mal, comment faire pour amoindrir ce mal? Il faut poser la question au gouvernement. Moi, je suis dans l'opposition, je ne suis pas au gouvernement. Ce que je sais, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mon ami qui était ministre du budget, Birima Mangara. Birima. Il dit, mais vraiment, l'honorable député Mamadou Diop, il n'est jamais satisfait. Il critique tout le budget qu'on présente. Je lui explique qu'en fait, je ne peux pas être satisfait parce que ma conception du budget est différente de la vôtre. Par exemple, une école. Dans les conditions actuelles, si on ne change pas le rapport de l'école à la population considère que cette école-là, j'y envoie mon enfant parce que bon, il faut y aller, avoir des diplômes et m'aider. Mais ce n'est pas mon école. Alors, vous lui demandez de faire un mur ou d'acheter des, etc., etc. C'est pas ça. Alors que si ils avaient un autre rapport à l'école, peut-être que l'État continuerait à mettre, mais eux, ils résoudraient le problème de l'école. C'est valable pour tout le reste. Donc, les budgets qu'on a sont des budgets, même quel que soit l'effort
que l'État fera, les budgets resteront toujours largement insuffisants, aussi longtemps que la population n'a pas la conscience que cette affaire-là qui se passe est son affaire. Quand cette question sera réglée, quand cette distance sera coupée, pour parler comme les pratiquants des arts martiaux, tant que cette distance n'est pas coupée, on ne s'en sortira pas. Absolument. On va nous intéresser un peu au FPDR, cette entité de l'opposition qui fut peut-être la première depuis 2012. Ensuite, il y en a eu le FNR et tant d'autres. Dans le PDS, il y a une crise à l'interne. Il y a même un mouvement qui a été créé, mouvement Soukali Sopi. Maintenant, le président Wade a désigné un autre représentant du PDS au sein du FPDR. Qu'allez-vous faire de Oumar Sarr, qui voudrait rester aussi dans le FPDR? Alors, il faut distinguer le Front patriotique pour la défense de la République, FPDR, n'est pas le Front démocratique et social de résistance nationale qu'on appelle le FRN. Le FPDR, c'est vrai, a été créé en 2012, fin 2012, sur une initiative, proposition du président Wade, qui m'avait appelé, etc. On a discuté. Ensuite, il a demandé à son parti, les Oumar Sarr et autres, de se rapprocher. On a fait ensemble avec d'autres partis. J'ai entendu sur une émission avec M. Sidi Fall, qui est le représentant du Front patriotique pour la défense de la République en France. Donc ça, c'était depuis 2012. Cette coalition a quand même porté beaucoup de luttes, l'essentiel d'ailleurs des luttes jusqu'en 2014, Oui. bon, avec des arrestations, des emprisonnements, enfin beaucoup de choses. Par la suite, quand même, Macky a perdu des alliés, voilà, qui ont quitté progressivement le pouvoir pour rejoindre l'opposition. Donc c'est pour ça qu'on avait créé, à la veille du référendum, Gorthe Wardie, où tu avais pratiquement toute l'opposition. Bon, on a fait le référendum dans de bonnes conditions, on a fait beaucoup d'autres activités, après on a fait Wattu, et maintenant on est au Front de résistance nationale. Alors dans le Front de résistance nationale, le PDS figurait avec Oumar Sarr comme représentant. Bon, le président Wade a envoyé une lettre. Moi, je ne suis pas le coordonnateur. Il m'a envoyé la lettre, mais je ne suis pas le coordonnateur. J'ai renvoyé la lettre au coordonnateur Mokhtar Souran, qui a répondu au président Wade en disant nous prenons acte. À la prochaine réunion, le PDS sera représenté. Et Oumar Sarr qui tient à rester dans ce front? Non, il a désigné, je crois, Baragay et Doudou Wade. Oui, Oumar Sarr. Je voudrais parler de Oumar Sarr. Oui. Qui voudrait rester dans ce front? Ah, mais on va voir qu'est-ce que Oumar Sarr va faire. Je ne sais pas ce que Oumar Sarr et les autres vont faire sur Soukali Sopi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne peux pas dire ici. S'ils viennent au front, on verra. Seront-ils accueillis? Mais les gens examineront la situation, on verra quelle est la situation exacte et comment on va la régler. Il y a eu des cas comme ça qui ont été réglés. Là, c'est clair qu'ils ne vont pas venir sous la bannière du Parti démocratique sénégalais. Vraiment, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Là, vous fuyez ma question. Et comment on va... Oui, non, c'est une bonne question, mais je ne peux pas y répondre parce que, du moins, la réponse, c'est que c'est quand la situation se présentera, comme nous disions à l'époque, qu'on fera l'analyse concrète d'une situation concrète. Merci beaucoup, honorable député Mamadou Diop Decroix. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti AJ-PADS, honorable député à l'Assemblée nationale. On s'en tenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. C'est moi qui vous remercie, Ndeye Fatou. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas venu. Je suis content de retrouver vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Merci. Voilà, je félicite toute votre équipe
et je vous encourage avec Cheikh Niass. Oui, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation, Cheikh Ahmed Tidiane Diop, Ousseynou Sall, Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Walfadjri. Merci. Merci d'être venu. Merci. Merci. Well done, well done, well done, well done.